Je m'appelle Karim. J'ai 33 ans. Et je viens de comprendre que toute ma vie, j'ai été un idiot. Je ne dis pas ça avec colère, même si je suis en colère. Je dis ça avec lucidité. Avec cette douleur sourde et froide qu'on ressent quand on ouvre enfin les yeux sur la réalité. Parce que pendant plus de 20 ans, j'ai cru que ma famille était ma force. Mon refuge. Ma raison de vivre. Mais le jour où j'ai eu un accident, le jour où j'ai perdu mon bras, ils m'ont regardé de loin. Et ils ont dit, c'est bien fait pour lui. Il l'a bien mérité. C'est ma propre mère qui a prononcé cette phrase. Pas en face, bien sûr. Je ne mérite même pas leur mépris en direct. C'est ma cousine qui me l'a rapporté, les larmes aux yeux. Elle me l'a dit parce qu'elle ne supportait pas ce que ma famille était devenue. Ou plutôt, ce qu'ils avaient toujours été, mais que je refusais de voir. L'accident s'est produit un jeudi soir. Il faisait nuit. Je revenais d'un chantier. Je suis électricien. J'étais crevé, mais j'avais accepté une intervention urgente dans une usine. Ce genre de boulot, c'est pas glorieux, mais ça paie bien. Et j'avais encore des dettes à rembourser. Des dettes qui n'étaient pas à moi, évidemment. Celles de mon frère Mehdi, que j'avais couvert quand il avait fait faillite. Celles de ma sœur Inès, que j'avais aidé à payer son école privée. Et bien sûr, le prêt pour soigner mon père, paix à son âme, que j'avais pris à mon nom sans jamais en parler à personne. Je roulais tranquillement. J'étais à 10 minutes de chez moi. J'avais faim. Je pensais à la boîte de lasagne dans le frigo. Et puis un camion m'a percuté de plein fouet sur le côté gauche. J'ai juste entendu un bruit métallique. Une explosion de verre. Ensuite, plus rien. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre d'hôpital. Tout était flou. Ma bouche était sèche. Mon torse me brûlait. Et mon bras gauche n'était plus là. Je l'ai compris instinctivement. Je ne le sentais plus. Pas engourdi. Absent. Comme un vide dans mon corps. J'ai tourné la tête lentement. Et j'ai vu. Mon bras s'arrêtait au-dessus du coude. Un bandage épais. Des tuyaux. Des machines. J'ai fermé les yeux. Pas de cris. Pas de panique. Juste un effondrement silencieux. Comme une pièce qui s'écroule de l'intérieur. Une infirmière est entrée. Elle m'a parlé doucement. Elle m'a expliqué que j'avais été opéré en urgence. Que le choc avait broyé l'os. Que le bras était irrécupérable. Ils avaient dû amputer pour me sauver la vie. Je les remerciais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par réflexe. Peut-être parce que j'ai toujours été poli, même dans la souffrance. Les jours suivants ont été un cauchemar. Réapprendre à respirer. À manger. À me lever. La douleur fantôme, cette sensation ignoble d'avoir encore un bras qui gratte, qui pique, qui brûle, alors qu'il n'est plus là. Mais le pire, ce n'était pas la douleur. C'était l'absence. Le silence. Personne n'est venu. Pas un appel. Pas un message. Pas une visite. Moi, l'aîné. Moi, celui qui avait toujours dit oui. Moi, le frère modèle, le fils qui se sacrifiait pour tout le monde, j'étais seul dans cette chambre, comme un chien malade. Le 5e jour, j'ai appelé ma cousine Sophia. Elle est la seule que je considère encore comme une personne humaine dans cette famille. Elle a décroché tout de suite. Karim. Oh mon Dieu, j'ai appris pour ton accident. Tu vas bien? Je voulais t'appeler, mais ta mère m'a dit que t'avais besoin de repos. J'ai laissé un long silence. Puis j'ai dit doucement. Tu peux venir me voir? J'ai besoin de parler. Elle est venue le lendemain. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a pleuré. Moi aussi. C'est elle qui m'a dit ce que ma famille disait dans mon dos. Que Mehdi trouvait étonnant que je me fasse percuter alors que je me croyais toujours invincible. Que ma mère aurait dit, en soupirant. Il a toujours voulu se rendre indispensable. Voilà où ça le mène. Il est trop égoïste. Égoïste. Moi, égoïste. J'ai tout donné pour eux. Je ne suis pas sorti pendant des années. J'ai bossé comme un chien. J'ai mis ma vie en veille pour qu'ils puissent avoir la leur. Et maintenant que je suis handicapé, ils me jettent comme une vieille chaussette. Je n'ai pas parlé pendant 2 jours. Sophia est restée. Elle m'a aidé à faire mes papiers. Elle a appelé mon employeur. Elle a rempli les demandes d'assurance. Et un soir, en s'asseyant à côté de moi, elle a dit « Tu sais que t'es pas obligé de leur pardonner. Tu peux vivre sans eux. » Je ne l'ai pas cru sur le moment. Je pensais que la famille, c'était sacré. Qu'on pardonnait tout. Qu'on restait fidèle. Mais je me trompais. La loyauté, ça doit être mutuel. Sinon, c'est de l'esclavage. Le jour de ma sortie de l'hôpital, j'ai refusé que quelqu'un vienne me chercher. J'ai pris un taxi.
J'ai ouvert la porte de mon appartement d'une seule main. Je suis entré, lentement. Et j'ai pleuré. Pas à cause du manque. Mais à cause du vide. Il n'était pas là. Et je n'en voulais plus. Je me suis réveillé le lendemain dans mon lit, le corps endolori, l'esprit vide. Le soleil passait à peine entre les rideaux. J'ai tendu la main gauche, par réflexe, pour attraper mon téléphone posé sur la table de nuit. Il n'y avait rien. Pas de main. Juste l'air. Mon bras était parti. Et avec lui, une partie de moi. Je suis resté là, à fixer le plafond. Les souvenirs me revenaient par vagues. Des souvenirs précis, coupants. Moi, courant dans l'appartement à 23 ans pour aider Mehdi à cacher ses relevés bancaires parce qu'il avait peur que sa femme découvre ses dettes. Moi, en train d'expliquer à ma sœur Inès comment remplir son dossier de bourse. Moi, pleurant dans la voiture après avoir signé un prêt à la banque, parce que j'avais peur de ne jamais m'en sortir. Et eux, toujours là pour profiter. Mais jamais pour aider. Personne ne m'avait jamais demandé si j'étais fatigué. Si j'en avais marre. Si j'avais envie, moi aussi, de faire autre chose de ma vie. Non. Parce que j'étais Karim. Le costaud. Le fiable. Le tu peux compter sur lui. Sauf que maintenant, ils ne pouvaient plus compter sur moi. Et c'était ça, leur vrai problème. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir. Ma barbe avait poussé, mes yeux étaient creusés, mes cernes violaient. J'avais l'air d'un survivant. Mais dans ce regard fatigué, j'ai vu autre chose. Une colère. Pas explosive. Pas hystérique. Une colère froide. Calme. Inflexible. Je n'avais plus de bras. Mais j'avais encore mon cerveau. Mon cœur. Mon honneur. Et j'avais décidé de ne plus jamais les sacrifier. La première chose que j'ai faite, c'est tout bloquer. J'ai supprimé les numéros de Mehdi, d'Inès, de ma mère. J'ai quitté les groupes familiaux. J'ai désactivé mon compte Facebook. J'ai coupé le robinet. Fini les appels pour dépanner vite fait. Fini les t'es mon dernier espoir. Fini les t'as toujours été le plus responsable. Ils allaient enfin devoir se débrouiller sans moi. Et moi, j'allais apprendre à vivre pour moi-même. Je me suis donné une règle. Chaque jour, je devais faire une chose pour moi, et une seule. Même minuscule. Le premier jour, c'était me faire un vrai café avec la machine, pas juste avaler un truc instantané. Le deuxième jour, c'était prendre une douche en écoutant de la musique. Le troisième, appeler un kiné spécialisé. C'était difficile. Physiquement, j'étais diminué. Mentalement, j'étais détruit. Mais petit à petit, mon corps recommençait à m'appartenir. Et surtout, ma tête se remplissait d'autre chose que de colère. Une semaine après mon retour, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était de Mehdi. Une feuille, froide, pleine de phrases juridiques. Il réclamait un remboursement pour préjudice moral, prétendant que je l'avais humilié publiquement en refusant d'aider alors que je lui avais promis un soutien illimité. Je suis resté planté là, la lettre à la main, la gorge nouée. Il ne m'avait même pas écrit pour demander comment j'allais. Il ne m'avait pas dit bon rétablissement. Rien. Juste une facture. J'ai ri. Un rire sec, presque douloureux. Je suis allé chercher une boîte. Une vieille boîte en fer où je gardais tous mes papiers importants. J'ai sorti les relevés de compte, les virements, les captures d'écran de nos conversations, les messages où il disait « Merci mon frère, je te revaudrai ça toute ma vie ». Je l'ai étalé sur la table, un à un. Et j'ai pris des photos. Toutes. J'ai envoyé un mail à une avocate. Une amie d'un ancien collègue. Je lui ai expliqué tout. Elle m'a rappelé le soir même. Vous êtes loin d'être seul, m'a-t-elle dit. Beaucoup trop de gens comme vous sont piégés par la famille. Mais la loi protège aussi ceux qui donnent sans compter. On peut faire quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu un espoir. Je n'allais pas me venger. Je n'allais pas leur faire la guerre. Mais j'allais me défendre. J'ai commencé à écrire un dossier. Un récit chronologique. Tous les moments où j'avais aidé. Tous les montants. Tous les sacrifices. C'était comme une thérapie. Je me revoyais, jeune, naïf, prêt à tout pour un peu de reconnaissance. Et je voyais aussi ce que j'étais devenu. Un homme cassé. Mais debout. Le jour où mon avocate a déposé la réponse officielle à Mehdi, j'ai ressenti un soulagement immense. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus honte. Je n'étais pas coupable. J'étais juste humain. Et eux n'étaient plus ma famille. Je me suis réveillé ce matin-là avec un étrange mélange de fatigue et de calme. Depuis quelques jours, quelque chose changeait en moi. Je n'avais plus cette boule dans la gorge en me levant.
Je n'attendais plus un appel. Je ne regardais plus mon téléphone en espérant un désolé qui ne viendrait jamais. J'avais accepté. Ma famille ne m'aimait pas. Pas vraiment. Pas comme j'en avais eu besoin. Mais j'étais encore vivant. J'étais encore un homme. Un homme qui méritait de se reconstruire. Pour lui-même, pas pour les autres. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mon visage avait changé. Il était plus dur, plus marqué. Mais mes yeux étaient différents. Ils étaient clairs. Lucides. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je ne reconnaissais plus depuis des mois, une forme de respect. Un respect de moi pour moi-même. J'ai pris une décision ce jour-là. J'allais reprendre le contrôle. De ma vie, de mon temps, de mon énergie. Il ne s'agissait plus de réparer les dégâts causés par les autres. Il s'agissait de construire autre chose. À partir de moi. Même avec un seul bras. J'ai commencé par les démarches. J'ai pris rendez-vous avec une prothésiste. Pas pour remplacer ce bras. Ce n'était pas pour faire comme si de rien n'était. C'était pour avancer. Pour pouvoir refaire certaines choses seul. Couper mon pain. Ouvrir une bouteille. Conduire, peut-être. Petit à petit. Ensuite, j'ai changé les meubles de place dans mon appartement. J'avais besoin d'espace. De lumière. De me débarrasser de tout ce qui me rappelait les années passées à tout leur sacrifier. J'ai jeté les vieilles photos. Les dessins des enfants de Mehdi que j'avais encadrés. Les tasses que ma mère m'avait offertes. Même les rideaux choisis par Inès. Tout est parti. Et dans le silence qui a suivi, j'ai respiré à nouveau. C'est Sophia qui m'a donné l'idée suivante. Elle m'a envoyé un message court, un soir. Et si tu écrivais tout ça? Pour que d'autres ne tombent pas dans le même piège. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais ça a tourné dans ma tête pendant toute la nuit. Et le matin, je me suis levé, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas écrit pour me plaindre. Ni pour me venger. J'ai écrit pour comprendre. Pour poser les mots là où il n'y avait eu que des cris dans ma tête. Des silences, des coups, des trahisons. J'ai tout mis. Les sacrifices. L'accident. Le vide. La phrase assassine. C'est bien fait pour lui. Quand j'ai eu fini, je ne savais pas quoi faire de ce texte. Alors j'ai créé un compte anonyme sur Internet. J'ai posté l'histoire. Juste pour voir. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais en quelques jours, tout a changé. Des centaines de personnes ont commencé à commenter. À m'écrire. À partager leur propre histoire. Des gens brisés par leur famille. Des fils qui avaient tout donné. Des filles invisibles. Des frères sacrifiés. Des femmes abandonnées. Et tous me disaient la même chose. Tu n'es pas seul. Ce message, je l'avais attendu toute ma vie. Et il m'est revenu par des inconnus. Un matin, j'ai reçu un message privé. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Il disait « Ton texte m'a empêché de faire une connerie. Je croyais que j'étais fou. Mais en fait, je suis juste blessé. Merci. » Je suis resté là, devant l'écran, à pleurer comme un gosse. J'avais perdu un bras. J'avais perdu ma famille. Mais j'avais trouvé autre chose. Une communauté. Une voix. Une vérité. Et j'ai compris que j'avais une mission. Pas de dénoncer. Pas de haïr. Mais de témoigner. De dire à ceux qui donnent tout. Tu as le droit d'arrêter. Tu as le droit de vivre. J'ai continué à écrire. À partager. Et un jour, un journaliste m'a contacté. Il voulait faire un reportage sur la violence familiale silencieuse. Celle qui ne laisse pas de bleu, mais qui casse de l'intérieur. Je n'ai pas dit non. J'ai juste dit, d'accord, mais pas avec mon nom. Il a compris. Le reportage est passé à la télévision locale. Et je ne sais pas si c'est le hasard ou le karma, mais ce soir-là, Mehdi m'a envoyé un message. Pour la première fois depuis l'accident. Juste une ligne. Tu vas trop loin. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à lui dire. Et le lendemain, ma mère a appelé. Numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Par curiosité. Ou peut-être par faiblesse. Sa voix était sèche. Froide. Tu racontes n'importe quoi sur nous. Tu salis ta propre famille. T'as pas honte? J'ai respiré doucement. J'ai eu honte toute ma vie. Maintenant, c'est fini. Elle a raccroché. Et tu sais quoi? J'ai souri. Pas parce que j'étais heureux. Mais parce que, pour la première fois, je n'avais plus peur d'eux. Les jours ont passé. Je n'ai plus reçu de message après cet appel de ma mère.
C'était comme un dernier souffle avant le silence complet. Et ce silence, je l'ai aimé. Il m'a laissé de la place. Pour respirer. Pour penser. Pour vivre. Mais quelque chose restait coincé dans ma gorge. Pas de la haine. Plus maintenant. Mais une sensation de tâche inachevée. Comme si une porte restait entr'ouverte. Je n'arrivais pas à tourner complètement la page. Parce que malgré tout ce qu'ils m'avaient fait, je voulais encore leur dire les choses en face. Pas pour les faire changer. Ils ne changeraient pas. Mais pour moi. Pour pouvoir avancer sans rien retenir. Alors j'ai décidé de les voir une dernière fois. Pas individuellement. Tous ensemble. J'ai pris une grande respiration et j'ai appelé Mehdi. Il a décroché au bout de 5 sonneries. Quoi? Qu'il a dit, sec. J'aimerais organiser un repas, une seule fois, avec tout le monde. Je veux vous parler. Après ça, vous ne me reverrez plus. Il a ricané. Tu veux encore faire ton cinéma, c'est ça? Juste une fois. Après, je disparais. Promis. Il a accepté. Curiosité ou arrogance, je ne sais pas. J'ai appelé ma mère ensuite. Elle m'a raccroché au nez la première fois. Puis elle a rappelé. Si c'est pour nous faire passer pour des monstres, j'ai pas besoin de t'écouter. Tu viens ou pas? Silence. Mehdi m'a dit que tu voulais faire la paix. Je n'ai rien dit. Elle a dit oui. J'ai réservé une salle modeste dans un petit restaurant pas loin de chez moi. Une salle privée. Une table pour 6. J'ai payé d'avance. Pas parce que je voulais faire plaisir. Mais parce que c'était ma dernière offrande. Mon dernier geste. Le jour venu, je suis arrivé 1 heure à l'avance. J'ai pris une grande inspiration en entrant. Mon bras droit était solide. Ma veste tenait bien. Mon corps tenait debout. Mon esprit aussi. Ils sont arrivés en groupe. Ma mère, Mehdi, sa femme, ma sœur Inès, et même mon oncle. Tous installés, sourcils froncés, visage fermé. Personne ne m'a dit bonjour. Je me suis assis en face d'eux. Il y a eu un long silence. Puis Mehdi a lâché. Bon, c'est quoi cette histoire? On n'a pas toute la journée. Je les ai regardés. Un par un. Lentement. Ce n'est pas pour vous que j'ai demandé ce rendez-vous. C'est pour moi. Ma mère a levé les yeux au ciel. Inès pianotait sur son téléphone. J'ai continué. Toute ma vie, je vous ai donné tout ce que j'avais. Mon temps. Mon argent. Mon énergie. Mon amour. Et le jour où j'ai eu besoin de vous, vous avez disparu. Silence. Non seulement vous n'êtes pas venu à l'hôpital, mais vous avez osé dire que c'était bien fait pour moi. Mehdi a haussé les épaules. Tu veux qu'on s'excuse? C'est ça le but? Non, Mehdi. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux plus rien de vous. Ce repas est un adieu. Pas une demande. Ma mère a serré les lèvres. Tu nous fais un procès de morale, c'est ça? Tu crois que t'étais un saint? Non. Mais j'étais là. Toujours. Et vous, jamais. Alors maintenant, je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je coupe. Je coupe les ponts. Je ne suis plus votre fils, ni votre frère. Inès a éclaté de rire. Tu dramatises tout, comme d'habitude. Toujours à jouer les martyrs. C'est fini, Inès. Vous ne me blesserez plus. J'ai survécu à la route, au sang, à la douleur, à la solitude. Vous ne valez pas plus que ça. Je me suis levé. J'ai posé une enveloppe sur la table. Voici tous les papiers de ce que je vous ai donné. Des preuves. Des montants. Des copies. Je les ai envoyés aussi à mon avocate. Si un jour vous avez encore l'idée folle de m'attaquer, souvenez-vous que cette fois, je me défendrai. Personne ne parlait. Ils me regardaient comme un étranger. Et c'est exactement ce que j'étais devenu. Je suis parti. Sans me retourner. En sortant, j'ai senti l'air frais sur mon visage. Une sensation de légèreté m'a envahi. J'étais seul, oui. Mais enfin libre. Libre d'exister en dehors d'eux. Libre d'être moi, même incomplet physiquement, mais entier dans ma tête. Et c'est là, au coin de la rue, que mon téléphone a vibré. Un message de Sophia. Tu viens boire un café? J'ai souri. J'ai répondu. J'arrive. Et je suis parti vers ma nouvelle vie. Celle où je n'étais plus leur pilier. Ni leur victime. Juste un homme debout, avec un bras en moins, mais un cœur enfin à sa place. Le café de Sophia était petit, tranquille, dans une ruelle bordée de platanes. Elle m'attendait en terrasse, 2 tasses fumantes devant elle. En me voyant arriver, elle s'est levée avec ce petit sourire discret qu'elle avait toujours quand elle savait que j'allais craquer. J'ai tiré la chaise doucement, je me suis assis, et je l'ai regardée en silence.
Alors, c'est fait? A-t-elle demandé. C'est fait. Elle n'a rien dit de plus. Elle a juste poussé la tasse vers moi. Un vrai café noir, sans sucre. Comme je l'aimais. J'ai pris une gorgée. Et j'ai senti que quelque chose en moi venait de se relâcher. Comme une corde trop tendue qui se détache doucement. Tu veux savoir ce qu'ils ont dit? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Pas besoin. Je vois à ta tête que c'est terminé. Et c'était vrai. C'était fini. J'avais eu cette conversation que j'avais gardée dans ma gorge pendant des années. J'avais enfin dit non. J'avais posé des limites. Clairement. Fermement. Et maintenant, je pouvais recommencer. Les semaines suivantes ont été étranges. Vides, parfois. Il y avait ce silence dans mon téléphone. Aucun appel. Aucun message. Personne pour me demander un service, un virement, une faveur. Mais ce vide s'est transformé, jour après jour, en paix. Je me suis concentré sur ma rééducation. J'allais 3 fois par semaine chez le kiné. On travaillait la posture, l'équilibre, les gestes du quotidien. J'ai reçu ma première prothèse mécanique 2 mois plus tard. Simple. Pas très esthétique. Mais utile. Elle me permettait de couper des légumes, de tenir un objet, de retrouver un semblant d'autonomie. Et avec ça, je me suis remis à cuisiner. À marcher plus. À lire. À vivre. Un jour, Sophia m'a parlé d'un groupe de soutien. Un cercle de personnes ayant subi des ruptures familiales ou des accidents graves. Ce n'est pas un groupe de pleureurs, elle avait précisé. C'est des gens comme toi, qui veulent juste avancer. J'y suis allé sans grande conviction. Et pourtant, dès la première séance, j'ai été touché. Il y avait une femme qui avait été reniée par ses parents parce qu'elle était lesbienne. Un homme qui avait perdu une jambe en moto et dont les enfants ne venaient plus le voir. Une fille de 25 ans rejetée par toute sa famille pour avoir dénoncé des abus. On se parlait, on se soutenait, on riait même parfois. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti compris. J'ai même pris la parole. J'ai raconté mon histoire, mon accident, le silence, la phrase bien fait pour lui, et le vide après. Ils m'ont tous écouté sans m'interrompre. Et à la fin, une femme m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu as survécu à 2 choses, ton accident et ta famille. C'est pas tout le monde qui y arrive. » Cette phrase m'a marqué. Elle m'a redonné de la force. À côté de ça, mon avocate avait lancé les procédures pour contester les réclamations de Mehdi. Les documents parlaient pour moi. Tout était en règle. Et face à la menace d'un procès avec preuves et témoignages, il s'est rétracté. Il n'a jamais présenté d'excuses. Il a juste retiré sa plainte. Et j'ai compris que c'était leur limite à eux. Ils n'avaient jamais été capables d'amour, seulement d'intérêt. Je les ai rayés. Définitivement. Et puis un jour, en revenant du centre de rééducation, j'ai reçu un mail inattendu. Un éditeur. Il avait lu l'article en ligne, celui qui résumait mon histoire, anonymement. Il avait été touché. Est-ce que vous accepteriez d'écrire un livre? Pas forcément sur vous. Mais sur ce que ça fait, de survivre à ce genre de rupture. J'ai hésité. Longtemps. Et puis j'ai dit oui. J'ai pris un vieux carnet. Un stylo. Et j'ai commencé. Tous les matins. 1 heure, 2 heures. Parfois plus. Je racontais. Pas que mon histoire, mais aussi celle que j'avais entendue au groupe. Des fragments de douleur, de résilience, de survie. Et chaque mot posé sur la page, c'était une cicatrice de moins. Une blessure qui se refermait. Pendant ce temps, j'ai commencé à travailler à distance pour une petite entreprise d'installation domotique. J'étais conseiller technique. Je n'avais pas besoin de mon bras pour ça. Juste d'un cerveau et d'une voix. Et peu à peu, je me suis reconstruit. Pas comme avant. Mieux. J'ai même commencé à sortir. Des cafés. Des expositions. Un cours de théâtre amateur. Et c'est là que je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Julie. Elle animait l'atelier théâtre. Elle avait un rire franc, des cheveux bouclés, des yeux qui ne baissaient jamais le regard. Elle n'a pas eu de réaction bizarre en voyant ma prothèse. Elle a juste dit « Pratique pour jouer un rôle de pirate, non ?» J'ai éclaté de rire. On s'est revus. On a parlé. Beaucoup. Longtemps. Elle ne m'a jamais demandé ce qui m'était arrivé tout de suite. Elle m'a laissé le temps. Et quand je lui ai raconté, elle m'a simplement pris la main. Ce bras, t'en as peut-être plus, mais t'as quelque chose qu'ils ne pourront jamais couper, ton cœur. Et elle avait raison. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement lumineux, avec des plantes, des livres, et une table toujours prête pour les amis. Je travaille, j'écris,
J'aime. Je ne pense plus à eux. Pas tous les jours. Mais quand ça revient, ce n'est plus une douleur. C'est juste un rappel. Le rappel que parfois, il faut tout perdre, pour enfin se trouver. 3 ans ont passé. Je vis toujours dans le même appartement, un peu mieux aménagé, un peu plus coloré. Julie est là. Toujours. On partage nos matins tranquilles, nos silences complices, nos disputes légères. Elle m'a appris à danser à une seule main, à faire des pancakes sans les brûler, et à ne jamais dire je suis handicapé mais plutôt je suis complet autrement. Mon livre est sorti il y a 1 an. Il s'appelle Ce que j'ai laissé derrière. Il n'a pas fait un best-seller, mais il a touché les bonnes personnes. Des messages continuent d'arriver, presque chaque semaine. Des gens qui disent « Tu m'as sauvé, tu m'as réveillé, tu m'as compris ». Je travaille à temps partiel. J'aide à former des jeunes qui sortent de foyer. Des gars cabossés. Des filles en colère. Je les comprends mieux que personne. Et eux me comprennent. On n'a pas besoin de longs discours. On sait ce que c'est que d'être trahi, oublié, rabaissé. Je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre. Je pensais que tout ce qui appartenait à mon ancienne vie était bien enterré. Et puis un matin, une enveloppe est arrivée par la poste. Pas un courrier officiel. Pas une facture. Juste une carte. Un mot manuscrit. C'était l'écriture de ma mère. Je suis resté figé. Les doigts crispés sur le papier. Julie est arrivée dans la pièce. Elle a vu mon visage, a posé sa main sur mon épaule. « Tu veux que je lise ?» J'ai hoché la tête. Elle a ouvert lentement. A lu à voix haute. « Karim. Je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais même pas si tu es toujours dans cette adresse. Je voulais juste te dire que je regrette. Pas seulement ce qu'on a dit, mais ce qu'on n'a pas vu. Tu étais là pour tout le monde. Et on a cru que c'était normal. Je ne demande pas pardon. Tu ne me le dois pas. Je voulais juste te dire que j'ai compris. Trop tard, peut-être. Mais compris. Maman. » Julie a replié la carte. Elle ne m'a pas posé de questions. Moi, je suis resté là, immobile. Pas en colère. Pas soulagé non plus. Juste, touché. Pas parce qu'elle avait écrit. Mais parce que pour la première fois, elle avait parlé sans accuser, sans fuir, sans faire semblant. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Quelques jours plus tard, j'ai pris un papier. Un stylo. Et j'ai écrit seulement ça. Merci. Je vais bien. Je n'ai pas signé. Je l'ai posté. Sans attente. Sans peur. Et je suis retourné à ma vie. Une vie que j'ai construite moi-même. Une vie où je ne suis plus une béquille pour personne. Une vie avec un seul bras. Mais avec le double de force. Et quand je ferme les yeux aujourd'hui, je ne vois plus l'accident. Ni le vide. Ni la phrase qui m'a détruit. Je vois ce que j'ai fait de moi. Je vois le calme. L'amour. La lumière. Et je sais que je n'ai rien à regretter. Parce que j'ai survécu. Et mieux encore, j'ai vécu.